troisième type, les grands entretiens d'Ouzbek Erika. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Fabien Benoît, journaliste chez Ouzbek Erika et bienvenue dans Rencontre du troisième type, l'émission qui veut comprendre le futur en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui. De futur, nous allons évidemment en parler aujourd'hui, mais nous allons également parler de notre présent de femmes et d'hommes des villes, souvent déconnectés de la nature, de plus en plus écolos, mais bien souvent pris dans nos contradictions. Nous sommes de plus en plus écolos, les récentes élections européennes en sont sans doute un signe et conscients qu'il s'agit là de l'enjeu du siècle, mais nous restons parfois prisonniers de nos contradictions, nous faisons notre tri, nous allons chercher notre panier de légumes dans une AMAP, mais nous ne nous privons pas pour autant d'un voyage en avion ou du dernier iPhone. Et plus largement, nous consommons. À ce compte-là, sommes-nous des imposteurs, des écolos de papier? Comment faire pour passer des paroles aux actes ou du moins franchir une nouvelle étape? Notre salut réside peut-être dans le fait de nous reconnecter avec la nature, physiquement. C'est du moins le choix qu'a fait la journaliste et romancière Jennifer Murzo en décidant d'aller vivre dans les bois quelque temps et de rompre avec sa vie de citadine. Cette expérience, elle la raconte dans son dernier ouvrage, La vie dans les bois, publié aux éditions Alary. Jennifer Murzo, bienvenue. Bonjour. Pour discuter de votre livre et de votre expérience, nous accueillons également Blaise Mao, rédacteur en chef d'Ouzbek Erika. Bonjour Blaise. Salut Fabien. Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie, et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie est si chère. Ce qu'il me fallait, c'était vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie. Nous venons d'écouter un extrait de Walden ou La vie dans les bois, le récit mythique d'Henry David Thoreau, publié en 1854, et lu ici par Guillaume Gallienne. Ce livre, dont finalement vous empruntez le titre, c'est un élément, c'est quelque chose qui vous a motivé pour votre projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez décidé finalement un jour de partir dans les bois ? Oui, ce livre fait partie des lectures qui m'ont construite intellectuellement, notamment sur la question de l'écologie et sur notre rapport à ce qu'on appelle l'environnement. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de mener cette expérience, c'est parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse à la question de l'écologie, en tant que journaliste, en tant que romancière, en tant que citoyenne aussi. Et comme beaucoup, j'observe que on en sait de plus en plus sur l'état du monde, sur le degré d'urgence qui est le nôtre aujourd'hui, et pour autant il y a une grande inertie qui demeure, et je me demande souvent comment on peut se voiler la face à ce point-là, et je sais qu'il y a plusieurs facteurs qui ont été identifiés, mais parmi ceux-là, je me disais que la déconnexion avec la nature était certainement un facteur important, parce que c'est très difficile de comprendre que les déprédations qu'on commet ont de vraies conséquences et qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis quand on n'est pas conscient qu'on est assis sur une branche. Et c'est un peu le cas parce qu'on vit dans un monde d'abstraction, on vit dans un monde où il y a une espèce de système organisé, et c'est pas du tout, je pense pas que c'est une conspiration ou un mal organisé, mais il y a un système bien rodé pour rendre tout ce qui fonde les rouages de notre société, à savoir l'énergie, des réalités physiques, pour rendre tout ça absolument abstrait et insensible. On se rend pas compte, on sait maintenant ce que c'est qu'un bilan carbone à peu près pour certains d'entre nous, mais enfin ça reste une réalité assez impalpable, et donc voilà, ce monde physique il est très abstrait. Donc l'objectif de cette expérience, c'était de s'immerger dans cette réalité absolument implacable, parce que physique et très incarnée. Et je me disais que c'était un bon écrin pour parler de cette déconnexion avec la nature et pour essayer de faire le bilan de où on en était aujourd'hui et de ce vers quoi nous avait conduit cette fameuse déconnexion qui était associée pendant des décennies, voire des millénaires, à l'idée de progrès. Et je suis absolument persuadée, et plus que jamais, et chaque jour qui passe je le suis un peu plus, je suis persuadée que le progrès, c'est justement de
réarbitrer les choses pour avoir un rapport plus harmonieux à la nature. C'est une question générationnelle aussi, pour finir de brosser un peu le contexte, le pourquoi de ce livre. On parlait il y a un mois dans un autre podcast d'une bande dessinée qui s'appelle Soro et moi, qui sort aussi ces jours-ci, écrite par un auteur qui se raconte sa propre histoire, son propre cheminement intellectuel de quadragénaire parisien. Là, on est dans une démarche qui n'est pas exactement la même, mais qui est intéressante quand même dans certaines similitudes de questionnement. Et vous dites, je suis un pur produit des années 80, qu'on dépeint souvent comme les années fric, comme le début de cette ère de consommation débridée. Ça veut dire quoi? Qu'il y a vraiment une question là pour les trentenaires, quarantenaires qui sont dans cette réflexion-là aussi, peut-être plus que d'autres générations avant, et même peut-être plus que celle à venir. Cette déconnexion avec la nature, elle est particulièrement sensible. Oui, je pense qu'on est né à un moment charnière. De toute façon, c'est évident. C'est-à-dire que là, on est à la croisée des chemins. En gros, ça passe ou ça casse. Et vraisemblablement, ça va déjà probablement un peu casser. L'idée maintenant, c'est de limiter cette casse. Mais on est vraiment à un carrefour que l'humanité n'a jamais connu, parce qu'on n'a jamais été à ce point confronté à des conséquences aussi lourdes et incontournables que celles des limites de la planète et du fait que la crise environnementale est gravissime. On n'a jamais connu ça. Et donc, je pense qu'on est... Les gens des années 80, on est nés à ce moment-là, sur ce carrefour. Et en plus, c'est vrai qu'on est né avec... en tête, on a grandi avec une fable, une idéologie qui, en quelques années seulement, voire même en quelques mois, est complètement tombée en désuétude. C'est-à-dire que tous ceux avec quoi on s'est construit, le travail, les sous, les choses, il faut faire une bonne école, et puis il faut trouver un bon travail, et puis plus on gagne d'argent, plus on a de valeur. Et enfin, tous ces critères sociétaux sont absurdes aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'ils sont absolument mortifère. Et donc ces deux choses conjuguées, c'est-à-dire la réalité du 21e siècle croulant pour des raisons purement physiques et environnementales, et du fait que le néolibéralisme est incompatible avec la survie de l'espèce, pour le dire vite, fait en sorte que oui, notre génération est particulièrement sensible à la question et connaît une dissonance cognitive particulièrement puissante et particulièrement perturbante. C'est la phrase un iPhone mais pas de hamburger, quoi. C'est-à-dire que vous assumez aussi les contradictions de cette génération-là dans ses engagements écologiques, mais aussi dans ses moments de culpabilité bien sûr, écologique. Et puis je m'inclus, je suis pas du tout donneuse de leçons, et si j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que je voyais bien que mon rapport à l'écologie était un peu scolaire, c'est-à-dire je savais des choses, je mettais en pratique des actes qui me semblaient vertueux, dont je savais que pour telle et telle raison ils étaient vertueux. Pour autant, je sais bien qu'on n'est jamais totalement vertueux, et cette culpabilité, elle est assez collante, elle est assez pesante, parce que même si on veut bien faire, quand on vit à Paris, quand on vit dans une grande ville, c'est très difficile d'être vertueux, c'est impossible en fait, et donc d'être vertueux, d'avoir un comportement qui n'a pas de conséquences néfastes sur notre environnement, c'est impossible. Et donc oui, c'est ce que j'explique, c'est que souvent je m'inflige des calculs en tête en me disant un iPhone, alors que je sais qu'iPhone, je le sais que c'est mal, je le sais qu'ils payent pas leurs impôts, mais c'est tellement plus agréable, l'ergonomie d'iPhone et tout ça. Je suis une connasse qui comment dirais-je, qui succombe par moments, de plus en plus rarement, et je me suis quand même largement détournée de la société de consommation. Mais enfin, voilà, ces contradictions, elles sont évidemment aussi les miennes, et l'objectif de ce livre, c'était de convoquer l'identification du lecteur, parce que je suis pas du tout pontifiante, je vaux pas mieux que lui, je suis à son niveau, et j'essaye juste de mener une réflexion assez universelle sur des questions simples qui me semblent essentielles de se poser. Pour rentrer un petit peu dans le cœur de votre récit, justement peut-être pour répondre à cette forme de culpabilité de l'écolo de la ville, on va dire ça comme ça, vous décidez de partir. Et votre voyage initiatique, si je puis dire, commence par un stage de survie. Et vous vous retrouvez pas loin des Pyrénées, dans le département de la Charente, c'est ça ? Ouais, ça a commencé en Charente, ça s'est fini dans les Pyrénées. Comment vous êtes guidé par une sorte de coach, une sorte de formateur que vous appelez François dans votre livre. Comment vous tombez sur lui ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage qui est un personnage très intéressant ?
intéressant du livre. Ouais. J'avais besoin d'un moniteur de survie en milieu naturel, puisque maintenant c'est un métier. Les temps étant ce qu'ils sont, c'est réjouissant. Maintenant, il y a des gens qui nous apprennent à survivre en prévision d'un effondrement radical. Ils sont de plus en plus nombreux à proposer ce genre de prestations. Et moi, j'avais besoin de ces compétences-là parce que j'étais absolument inapte, c'est-à-dire que je ne savais rien faire, pour ainsi dire, dans la nature. J'avais même jamais fait de feu, parce que j'en avais pas vraiment eu l'occasion. J'avais fait du camping quand j'étais ado, mais j'avais un but à gaz, et donc voilà, je savais strictement rien faire. Et donc en gros, sans ce guide, j'aurais été complètement incapacité, c'est-à-dire je pouvais marcher, mais j'aurais eu très vite faim et j'aurais eu très vite froid, et enfin bon bref, c'était intenable. Donc j'avais besoin qu'on m'apprenne 2-3 trucs. Et vous dites d'ailleurs que c'est nos métiers qui nous rendent un peu incapables de faire cette chose-là. Ouais. Vous reprenez, je crois, la phrase d'Ivan Illich, sur les métiers incapacitants. Ouais, absolument. Lui, il a dans un livre, un essai qui s'appelle La convivialité, qui date des années 70, il explique que en gros l'économie du secteur tertiaire a vocation à nous incapaciter en nous enlevant des compétences qui étaient admises et qui étaient celles de n'importe qui, et qu'en professionnalisant certains domaines, on délègue, et on délègue de plus en plus, et on sait de moins en moins. Et si on remonte encore plus loin, ça me donne envie de parler de Sapiens d'Harari, qui explique que le Sapiens fourrageur, notre ancêtre, était beaucoup plus puissant et avait un cerveau plus gros que celui qu'on a actuellement. Bon, on a développé d'autres connexions depuis, mais enfin, il avait un cerveau plus gros parce que la survie en milieu naturel impliquait d'être extrêmement alerte, extrêmement de faire preuve d'une grande dextérité, d'une grande intelligence qu'on a complètement perdue aujourd'hui. À force de déléguer, c'est une... je digresse un tout petit peu, mais c'est important. C'était aussi l'occasion de voir à quel point la société nous infantilise et nous rend absolument dépendants. C'est-à-dire que on sait rien faire dans la nature. On peut dire oui, c'est pas très grave en même temps parce qu'il y a les villes. Oui, mais philosophiquement, ça pose un problème parce que c'est pas seulement on sait pas faire un feu ou construire un abri. On sait plus rien faire. Aujourd'hui, on peut plus réparer le phare de sa bagnole parce que c'est archi complexe. C'est une histoire d'informatique. On fait appel à la technologie pour absolument tout. On délègue de plus en plus. Et c'est drôle parce qu'Harari, il dit que lorsqu'ils ont inventé, quand il y a eu le début de l'agriculture et tout ça, les hommes avaient moins besoin d'être hyper bons pour survivre à l'échelle individuelle. Ils pouvaient se reposer sur le collectif, ce qui a créé ce qu'il appelle des niches pour imbéciles. C'est-à-dire qu'on pouvait être très con et survivre quand même parce qu'on se reposait comme ça sur l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on se repose sur l'économie de service, on se repose sur cette société de consommation qui fait qu'on ne sait plus rien faire tout seul. Donc être dans la nature, c'est aussi l'occasion de faire le point là-dessus. Bref, j'ai trouvé ce monsieur pour m'aider à apprendre à faire 2-3 trucs. Je l'ai trouvé sur Internet. Et comme je suis très impatiente, j'avoue que j'ai pas fait une enquête très approfondie sur son cas. Il y avait deux projets qui avaient capoté pour des raisons de planning avec une femme. Je préférais partir avec une femme, moi, idéalement, pour des raisons évidentes. Il y avait on a toujours peur d'être violé et découpé en morceaux, forcément. Toujours. Et donc, ça n'a pas marché avec cette femme. Ensuite, ça n'a pas marché une deuxième fois. Bref, j'étais vraiment dans les starting blocks. J'ai dit, allez, banco, on y va. Je l'ai eu un quart d'heure au téléphone. Il a compris mon projet. Il y était sensible. Et j'ai dit, c'est parti. Mais donc, du coup, je me suis retrouvée à arriver en gare d'Angoulême à rencontrer un inconnu avec qui j'allais passer une semaine dans les bois. Donc, c'était quand même assez spécial. C'est pas du tout dans mon caractère. Je suis pas particulièrement intrépide. Mais là, je sais pas, ça faisait sens. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort et j'aime bien depuis. Je pense que c'est devenu une hygiène de vie. On va en reparler de ce François parce que c'est un personnage à la fois terrifiant et aussi drôlatique par ses excès. Tel que vous le décrivez d'ailleurs, ce personnage, il a tous les aspects d'un survivaliste. Je vous propose qu'on écoute justement le sociologue Bertrand Vidal, spécialiste du sujet, nous dire 2 mots des survivalistes. Un survivaliste, c'est un individu qui se prépare à ce qu'ils nomment aujourd'hui les survivalistes une rupture de la normalité, c'est-à-dire un événement imprévu. Donc c'est une culture de l'anticipation, mais une culture de l'anticipation catastrophiste. Ce sont des individus qui toujours imaginent le pire, qui sont dans un imaginaire du futur, de l'avenir très négatif. Ils ont un panorama de l'imaginaire du danger, ça peut aller de l'accident de la route à la perte d'emploi, mais aussi, bien sûr, la grande catastrophe finale, l'effondrement économique, l'effondrement écologique ou bien d'autres imaginaires apocalyptiques.
Donc on vient d'entendre Bertrand Vidal, sociologue, donc on avait interviewé sur Uzbek et Erika. Est-ce que sa description des survivalistes, parce que là il les met un peu tous dans le même panier, correspond à ce François que vous avez, que vous avez rencontré? Là, c'est François. Après, je sais qu'ils ont pas tous exactement la même approche. Je pense qu'il y en a qui sont plus... Enfin, il y a des gens qui pratiquent la survie en milieu naturel. Alors, est-ce qu'ils peuvent de fait être qualifiés de survivalistes? Je ne sais pas, mais en tout cas, qui savent être autonomes dans la nature, etc. Et qui ont une approche plus humaniste et l'ambition est de renouer avec la nature, avec le vivant, etc. Et puis, il y a des survivalistes, comme c'est le cas de François, qui sont plus dans une approche absolument pragmatique et de prévision d'un effondrement nécessairement violent. C'est-à-dire que la notion de violence et de chaos est assez présente, en tout cas elle était considérablement présente à l'esprit de ce François. Mais voilà, en tout cas oui, ce qui était difficile pour vous, parce que vous écrivez François est mon épreuve à un moment, donc c'est vraiment pas le même logiciel en fait, c'est-à-dire que lui il y a même une forme de complaisance un peu dans sa vision apocalyptique du futur. C'est ça qui était fatigant, c'est que il y avait une délectation à imaginer, enfin même pas à imaginer, parce que vraiment il utilisait jamais le conditionnel, toujours le futur, et donc il y avait une délectation à prévoir la catastrophe et à la voir venir, et je pense que il prenait beaucoup de plaisir à essayer de me terroriser. Il y arrivait avec un succès mitigé, parce que je suis au courant, ça fait 10 ans que je me rencarde, j'ai lu Pablo Servigne quand c'est sorti, je suis au courant que ça va pas fort, je suis au courant que Pablo Servigne qui est le théoricien de la collapsologie, qui écrit Comment tout peut s'effondrer, entre autres. On va en reparler tout à l'heure. Donc j'étais au courant, donc pour moi il n'y avait pas d'effet de surprise, mais il y avait un tel acharnement de sa part à me dire avec des yeux écarquillés que vraiment, quand les humains avaient faim, ils étaient archi-violents, et que qu'est-ce que je comptais faire si jamais des barbares, comme il les appelait, se présentaient à la porte de ma maison, que j'avais eu le mauvais goût d'acheter en banlieue, dans une banlieue plutôt préservée, qui allait être la première à être attaquée quand tout ça s'effondrerait. Et bien quand ces barbares seraient à ma porte, est-ce que je serais capable de tuer ma fille de 3 ans, mais peu importe son âge, pour lui éviter un viol collectif? Ça, c'est au petit matin, après une nuit passée dehors. C'est un peu éprouvant, quoi. C'est-à-dire là, ça va. On se dit, c'est sympa, cette conversation est vraiment, elle est vivifiante. Mais quand il y a un effet de répétition et que 15 fois par jour, il m'explique à quel point on va en chier, c'est fatigant. Parce qu'en plus, j'ai beau savoir tout ça, moi, je m'accroche intellectuellement à une approche constructive des choses. C'est-à-dire, je pense que c'est très important de prendre conscience du fait qu'on est arrivé à un point tout à fait préoccupant, mais justement, il faut exalter l'idée d'intelligence collective, il faut changer de paradigme, faire autrement. Enfin, bref, ce qui m'intéresse, c'est les solutions. C'est pas l'esthétique du chaos ne m'intéresse pas du tout. Notamment parce que je me suis reproduite. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'il avait 2 enfants. Mais en fait, et pourtant, il se délectait. Mais je pense qu'il se sentait tellement autonome. Lui, il vivait off the grid de tout, quoi. Il n'était pas raccordé ni à l'eau, ni à l'électricité, ni à rien. Et en fait, quelque part, il attendait l'effondrement de pied ferme aussi parce que ça justifierait ses compétences et que ça le glorifierait, parce qu'il aurait d'un coup une identité qui serait vraiment valable, alors qu'aujourd'hui, il peut passer pour un hurluberlu. Donc il y avait vraiment une exaltation qui était assez malveillante. Tout ça a commencé dès la première conversation que vous avez avec lui sur le canoë, où vous parlez, je crois, de votre époux en disant « Oh là là, il va pas s'en sortir, c'est pas grave, c'est comme ça, seuls les plus forts vont survivre ». Ce genre de survivaliste, pour le coup, qui sans doute mérite assez bien cette appellation, c'est évidemment à distinguer des collapsologues bien ou de sûr. Ceux qui pensent à l'effondrement, et on faisait allusion à Pablo Servigne, qui lui justement a raconté, ou en tout cas s'est intéressé à d'autres futurs, qu'un futur qui serait marqué simplement par la violence et la loi de la jungle. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans la compréhension de ce qui nous arrive et dans l'étude de dans la collapsologie. Ce qui est intéressant, c'est que quand on sait, on fait mieux. Savoir pour dire ça va être la cata et chacun pour sa gueule, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça va à l'encontre de l'idée même
d'humanité, mais au sens d'espèce. C'est absurde, quoi. D'un coup, tout est atomisé. Et donc voilà. Donc moi, typiquement, l'apport de Pablo Servigne, de Gauthier Chapelle, etc., il est essentiel à mes yeux. Je pense que ces gens-là, ils sont très importants. Je suis très heureuse de l'écho qu'il leur est fait. Je suis très heureuse qu'on les entende de plus en plus. Mais c'est vrai que c'était pas du tout la même approche, là, pour le coup. Enfin, il y avait effondrement et effondrement. Ouais, un peu jouissif. Ouais, grave. Ouais, on rappelle donc que Pablo Servigne et Gauthier Chapelle ont écrit un livre qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, voilà, qui est pile sur le sujet dont on parle. Peut-être pour finir sur François, s'il fallait retenir une chose qui vous a apprise vraiment d'importante. Alors c'était un bon pédagogue, cela dit. Je jette pas du tout le bébé avec l'eau du bain. Je pense que c'était un garçon très névrosé. Par ailleurs, je cherche pas à l'excuser et tout ça parce qu'il vraiment il m'en a fait baver. Mais bon, je pense qu'il était un peu perturbé. Et à côté de tout ça, c'était un bon pédagogue. Et qu'est-ce qui m'a appris à faire du feu déjà. Oui, ça peut être quelque chose de très pratique. Ouais, hein, non, mais clairement, à faire du feu, c'est essentiel parce qu'on fait rien sans feu. Sans feu, on se chauffe pas, ça on sait, on peut pas faire cuire et surtout on peut pas tuer les bactéries, notamment celles de l'eau, parce que quand on purifie de l'eau avec des procédés basiques, avec ce qu'on trouve sur place, il est essentiel de la faire bouillir. Donc sans feu, on peut pas survivre très longtemps. Donc voilà, il m'a appris ça, à faire un feu en plus qui s'appelle l'Upside Down Fire, qui est hérité des natifs américains et qui permet de ne pas produire ou très peu de fumée. Ce qui fait que quand on est en cavale ou qu'il y a des zombies partout, c'est pratique, on ne se fait pas repérer. Et du feu, et sinon, qu'est-ce qui m'a... Intellectuellement, tu veux dire ? Ouais, ou de manière pratique, non, mais si c'est sur le registre pratique... c'est plus sur le registre pratique, parce qu'intellectuellement, vraiment, c'était un fléau. Il y a la question de tuer le dîner aussi, qui est abordée, qui est intéressante. À un moment dans le livre, il y a marqué tuer le dîner, c'est la formule un peu qui revient. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'était pas évident jusqu'à ce stage, quoi. Ouais, c'était un projet que j'avais eu. Je m'étais dit, on l'avait évoqué au téléphone. Alors moi, je mange quasiment plus de viande. C'est devenu très très occasionnel. Et puis quand j'en mange, je sais à peu près d'où elle vient. Enfin bref, je me cache derrière mon petit doigt pour continuer d'en manger quand même de temps en temps. Principalement pour hyper flexitarienne. Ouais, c'est ça. C'est hyper méga flexitarienne. Et principalement pour des raisons sociales d'ailleurs, parce que c'est pratique. Enfin bref, peu importe. Mais je mange de moins en moins de viande. Mais je me disais, ça fait quoi de tuer ce qu'on mange ? Parce que là, encore une fois, en termes de délégués, on ne peut pas avoir fait mieux qu'avec cette histoire d'agroalimentaire et de voilà. Enfin, ce sont d'autres gens qui assurent notre survivance en nous nourrissant. Oui, et vous dites qu'on a intériorisé notre irresponsabilité. C'est une des formules que vous employez. Ouais, on n'y pense pas parce que c'est beaucoup trop désagréable d'y penser et parce que c'est savamment occulté. Voilà, la mort, c'est super tabou et la mort des animaux l'est aussi. Et s'il n'y avait pas L214 qui, poil à gratter, nous montrait ce qui se passe dans les abattoirs, et on continuerait de se voiler la face et de trouver ça très confortable de ne pas savoir comment les trucs arrivent sous cellophane dans les supermarchés. Et donc, j'étais curieuse intellectuellement, ontologiquement, de voir si j'étais capable de doxir une bestiole, sachant que j'aime beaucoup les animaux. Et puis je l'ai pas fait, quoi. Et il y a eu une occasion en or en plus, parce qu'en me promenant, souvent j'avais besoin de marcher et on était dans un endroit extrêmement vierge de toute civilisation. Mais en marchant un peu, on sortait de cette espèce de petite jungle et tout de suite il y avait des champs. Et en marchant, je suis tombée comme ça sur un champ de maïs qui était bordé de plein de cages. Et je me doutais donc que c'était des pièges. Et dans l'une d'elles, il y avait un ragondin qui était pris au piège. Et la terrine de ragondin étant extrêmement appréciée en Charente, j'ai appris, je savais pas que ça se mangeait, mais bien sûr, c'est délicieux. Et j'ai vu ce ragondin et moi je suis allée voir François pour lui demander de le libérer, quoi. Parce qu'en plus j'étais tellement niaise que je n'osais pas le faire moi-même, je comprenais pas comment marchait le clapet, enfin bref, donc je suis allée voir François. Il m'a dit mais ça va pas, on va pas libérer 2 kilos de protéines, c'est absurde, tu voulais tuer machin, c'est l'occasion. Et donc il prend son gros couteau et le voilà parti. Et donc sur le chemin qui conduisait au ragondin, j'ai réussi à le convaincre que non, mais c'est pas grave, j'ai compris, je suis lâche, je suis qu'une merde, je suis pas capable de tuer mon dîner. On libère Michel, je l'ai appelé Michel, le ragondin. Et on a libéré Michel et c'était un bel instant de grâce. Je crois que c'était le moment le plus paisible entre François, Michel et moi. Parce que j'ai vu, et je suis pas du tout mystique, mais il y avait un signe de reconnaissance quand Michel a compris qu'il était hors de la cage. Et c'était très beau. Mais tout ça pour dire que non, du coup, j'ai toujours pas, j'ai jamais tué mon dîner. Enfin, si un jour j'ai pêché des palourdes,
Mais sinon, voilà. Ouais. Bon, c'est quand même pas hyper courageux parce qu'elles sont pas très expressives. Michel aurait été nettement plus. Donc, ouais, non, ça c'était une question aussi de cette question de la responsabilité, de l'irresponsabilité, de ce côté, très infantile où on délègue, on se cache derrière nos mains, on ferme les yeux. Bon, voilà. Ce qui vous a finalement marqué dans cette expérience-là, en tout cas dans ce moment que vous vivez, au-delà de la présence de François, c'était sans doute cette reconnexion avec la nature, une forme de contemplation. C'est ça que vous en retenez de ce moment-là, passé dans cette petite jungle, si je puis dire, en Charente. Alors, ce qui était chouette, c'est que j'ai fait sans François aussi. J'ai poursuivi le voyage seul pendant 3 jours, et ça a été une libération assez extraordinaire parce que, en fait, je le dis dans le livre, ma principale épreuve, c'était pas la faune, c'était un peu les moustiques, mais hormis les moustiques, c'était ni la faune ni la flore, c'était vraiment la présence de ce type assez anxiogène. Et donc, m'en trouver débarrassée, c'était à la fois un peu vertigineux, parce qu'en plus, ça s'est passé, on s'est engueulé, je me suis retrouvée à 1h30 sous un orage apocalyptique dans un village que je connaissais évidemment pas, dans les Pyrénées, et j'ai vu la bagnole s'éloigner, et je me suis dit, ah ok, ça se fait donc d'abandonner une femme seule à 1h30 du matin sous un orage, c'est fantastique. Et en même temps, j'étais très soulagée de voir cette voiture s'éloigner, et donc j'ai poursuivi le lendemain en gravissant la montagne et en étant seule. Et donc là, oui, j'avais déjà eu quand même pas mal de moments de contemplation en Charente et tout ça, mais là, ça a pris toute sa place parce qu'il n'y avait plus aucune scorie, plus aucune interaction sociale, et que j'ai pu éprouver la solitude, mais la solitude vertigineuse, quoi, celle du petit être insignifiant, ridicule que nous sommes quand nous sommes plongés sur une chaîne de montagne. C'est absolument fabuleux, littéralement. C'est-à-dire que ça conduit à s'imaginer plein de trucs, ça ouvre plein de perspectives, on sent un détachement vis-à-vis de la civilisation qui est extrêmement régénérant. On se sent tout petit, on se sent très humble, on se sent très mortel, et en même temps c'est galvanisant parce que ça fait énormément relativiser, et que toutes les petites histoires d'ego à la con qu'on peut se raconter, parce que qu'on le veuille ou non, on est quand même dans une société où voilà, on se prend beaucoup trop au sérieux, et les choses essentielles on les prend pas au sérieux, et donc ça est... Ouais, je me sentais plus intelligente, je me sentais moins justement bouffée par des trucs qui sont tellement vains et tellement inintéressants, et je me sentais plus intelligente, et puis surtout je me sentais, enfin pas surtout, mais aussi je me sentais plus calme. C'est-à-dire que la nature a un impact physiologique immédiat, et dont on peut vraiment, ce qui permet vraiment de peser à quel point nous sommes des êtres qui sommes faits, façonnés, fabriqués pour être en contact avec elle, et que on va à l'encontre de notre nature en étant dans des mondes archi-minéraux où tout va très vite, on est entre des pierres, où les perspectives sont assez rares, notamment à Paris. Ou bien quand il y a des perspectives, c'est des grandes avenues, et donc il y a beaucoup de bruit et de pollution, etc. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de barrière visuelle, que les sons soient à la fois très présents. Je dirais, c'était pas du tout le silence, sa vie. J'entendais tout le temps l'eau, notamment, il y avait des torrents un peu partout. Mais ce cadre-là, ce cadre sensoriel-là, il calme l'activité hormonale dans des proportions extraordinaires. Parce que moi, je suis très nerveuse en ville, je suis très angoissée. Et là-bas, j'avais l'impression d'être un peu bourrée, quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que moi, je fume, j'adore boire des coups, je sais pas faire sans ces psychotropes, j'y arrive pas. Et enfin, ça va, là par exemple, je suis sobre. Hein. mais ça va, je suis modérée, mais enfin, j'arrive pas à faire sans. Et dans la nature, j'atteignais une forme d'ivresse sans aucune de ces addictions, et surtout, je n'avais aucune envie, je n'avais pas, mais de fumer une cigarette ou de boire un verre de vin. Il y a aussi un terme qui revient beaucoup dans le livre, et de réflexion sur la notion d'éco-psychologie. Pourquoi c'est si important Je l'ai découvert. Moi, je ne connaissais pas l'éco-psychologie. Je l'ai découvert en faisant des recherches pour ce livre. Et alors, c'est quoi, justement, Alors, l'éco-psychologie, c'est un courant de psychologie qui vise à associer la conception de la psyché et l'approche de la psychologie humaine à la nature, à l'environnement. Et
bon, qui est un terme à chaque fois que j'utilise, je tressaille un peu parce que c'est vraiment un terme tellement mal choisi qui dit à quel point on est bête. Enfin, c'est pas l'environnement, on n'est pas un petit machin et puis autour il y a un truc externe qui nous environne, c'est absurde, mais bref, on appelle ça comme ça, donc disons l'environnement. Et donc, c'est plein de psychologues qui se sont mis à réfléchir à ça, aux interactions de l'humain et de la nature, à un moment où elles étaient de moins en moins nombreuses, puisque voilà, ce système néolibéral avait tendance à arracher les humains de la nature plutôt que de les en rapprocher. Et il y a plein de concepts ou de réflexions qui m'ont semblé assez éclairantes et très intéressantes et qui, selon moi, mériteraient d'être beaucoup plus mainstream. Par exemple, le fait que on peut pas traiter aussi mal ce qui nous fait vivre sans être profondément psychotique. Et en fait, il y a l'un de ces Théodore Rosa qui dit que l'environnement est une espèce d'écran psychiatrique sur lequel on projette nos névroses et que c'est la raison pour qu'en fait ça trahit à quel point on est mal dans nos baskets et la façon dont on traite la nature. Et ça me semblait très sensé et ça rejoignait un truc que je me dis depuis des années, même quand j'étais petite, quand j'étais sur des plages et que je voyais des canettes ou des bouteilles de bière dans des dunes, je disais mais ils sont fous, c'est fou de faire ça, c'est quand même archi dégueulasse, enfin pourquoi ils font ça c'est quand même la scène des bronzés, dans les bronzés font du ski, ils jettent leurs trucs, ils disent, oh, on s'en fout, on sera pas l'année prochaine et tout ça, et puis la neige ça recouvre, enfin bon. Et c'est d'une bêtise insondable quoi, et oui c'est un comportement de psychotique et je pense qu'aujourd'hui nous sommes malades, on a été archi pervertis par une société qui n'allait pas dans le sens de notre... j'allais dire bien-être, mais le terme me semble hyper niais, donc je vais essayer de trouver un synonyme, mais dans le sens de d'un équilibre, quoi, d'un équilibre psychique, intellectuel, d'un rapport au monde plus stimulant aussi, plus intéressant. Et donc voilà, l'éco-psychologie, ça mériterait une émission entière parce que c'est un truc assez complexe et il y a une bibliographie assez fournie là-dessus, mais c'est très intéressant, ouais. Est-ce que l'expérience que vous avez vécue, le fait de vous retrouver seul dans la montagne, comme ça, répondait finalement à votre attente au point de départ de votre ouvrage, qui était de vous reconnecter avec la nature et ce faisant finalement de sortir d'un monde anthropocentré, qui pour vous est un gros problème quant à notre rapport à l'environnement, même si c'est pas le mot forcément idéal, mais en tout cas le fait qu'on soit et qu'on se conçoive depuis des décennies, voire des siècles, comme au centre de l'univers, comme voilà le point central autour duquel tout tourne. Ouais, oui, enfin moi je partais pas avec je m'étais fixé un objectif qui était de ressentir le continuum, l'idée qu'on fait partie d'un tout, l'idée que même tout est matière, atome, machin, j'étais un peu dans un truc presque les pauvres rudiments d'astrophysique, enfin des trucs d'Étienne Klein que j'ai entendus. Et adoré et que je comprends très partiellement mais qui me fascine. J'avais envie de ressentir ça, cette espèce de encore une fois de réalité archiphysique, que nous sommes atomes et nous faisons partie d'un tout et bon, et puis plus largement, enfin pas plus largement, et puis par ailleurs nous faisons partie d'un écosystème et donc je voulais ressentir ces interactions, ce fameux continuum, et ça jalonne un peu le livre parce que je fais souvent un bilan en disant bon, est-ce que je ressens le continuum là, et pas vraiment, c'est-à-dire je peux pas dire que j'étais transcendée, que je me sentais comme ça traversée par des flux, non, pas vraiment. En revanche, il s'est passé quand même des choses, comme je le disais, très physiologiques, c'est-à-dire que j'étais pas tout à fait la même personne quand même là-bas, et je me préfère là-bas qu'ici. Alors c'est con parce que j'ai aucune envie de quitter la ville, mais c'est pourquoi il me semble essentiel de réarbitrer, comme je le disais, notre rapport à la nature en l'incluant davantage dans les villes. Moi, dans ce livre, c'est pas du tout un plaidoyer pour un retour radical à la nature. C'est juste de dire, c'était un écrin empirique pour penser cette question-là et de notre rapport à la nature et pour voir ce dont cette déconnexion nous prive. Et ça, pour le coup, ça a été archi manifeste. C'est-à-dire que ça m'a conforté dans bon nombre d'opinions que j'avais déjà, mais ça m'a aussi révélé à quel point c'était essentiel d'un point de vue purement physiologique, sanitaire. Je me suis jamais sentie aussi robuste que là-bas, alors que j'ai perdu du poids parce que je mangeais pas assez, clairement. De Ragonda. J'ai pas Oxy Michel, du coup j'avais un peu faim, mais pour autant j'étais en pleine forme quoi. Et je suis rentrée, je me suis pas vue dans un miroir pendant une semaine évidemment, et quand je suis rentrée je me suis vue avant de prendre le train en me lavant les mains
un truc, enfin à la gare, et j'étais toute rosée. J'étais pas seulement bronzée comme on est bronzé quand on va au bord de la mer. J'étais rosée, quoi. Je disais, elle est pleine de santé. J'ai l'impression d'être une grand-mère qui regarde une petite jeune fille pleine de santé. Et donc ça, c'était très manifeste. Et donc c'est essentiel de ramener la nature dans les villes. Il faut de l'agriculture urbaine, il faut des arbres, il en faut bien plus. Et je suis pas spécialiste de la question. Je connais 2-3 trucs, les fermes urbaines, les fermes verticales, les forêts verticales, etc. Je sais pas quelle forme ça doit prendre, mais je sais que c'est incontournable. Un besoin physiologique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on revient à la ville et est-ce que l'expérience qu'il a duré plusieurs jours, ça donne envie de la reproduire peut-être sur 2 mois, 3 mois, 1 an. Ça se fait beaucoup dans des pays d'Europe du Nord de partir comme ça de manière sauvage, seul avec sa bite et son couteau comme on dit. Est-ce que y a une envie, voilà, qu'est-ce qui se passe déjà au moment du retour et est-ce que vous avez envie de reproduire le... Alors au moment du retour, il y a un sentiment de décalage qui est très palpable, c'est-à-dire qu'en plus j'ai pris un train de nuit, donc je suis partie de Tarascon-sur-Ariège à 21h, je sais plus, et puis je me suis endormie en regardant les montagnes et j'ai dormi comme une souche et je me suis réveillée à Gare d'Austerlitz le lendemain matin, donc c'était marrant, quoi. J'étais dans une capsule temporelle et le voyage avait été comme ça un peu insensible et donc c'était hyper bizarre de sortir des bois entre guillemets et d'arriver sur le pont, je crois que c'est le pont François Mitterrand, où c'est quand même c'est un quartier d'affaires, quoi, donc c'est pas particulièrement bucolique. Et en même temps, à gauche, je voyais les tours de Notre-Dame, je voyais des vieilles façades du 5e arrondissement et tout ça, et je me disais c'est sublime. Enfin, j'étais assez contente de retrouver la ville. Et donc je ressentais un décalage parce que je regardais les gens marcher et puis regarder leur téléphone et tout ça, et je suis pas la dernière à regarder mon téléphone alors que c'est pas du tout intéressant ce que je regarde. Mais bref, là, tout me choquait davantage, quoi, parce que j'avais l'impression je dis dans le livre, d'être vierge de la ville, de redécouvrir ce truc qui pourtant m'avait complètement façonné. Alors on se réacclimate très vite, hélas, allais-je dire. En revanche, j'ai essayé de garder cette fameuse, ce fameux sens cette fameuse capacité à relativiser. Ça, j'essaye de penser de temps en temps, quand je me sens devenir vraiment trop conne, de penser à la montagne et aux idées que j'y avais. Et puis réitérer, oui, bien sûr. Peut-être pas dans les mêmes conditions, parce que, peut-être sans partir avec un Harvey énorme et avec un jacuzzi dans le truc, mais peut-être avec un briquet, tu vois, peut-être avec un tout petit peu plus de matériel. Mais quoi que c'est très intéressant d'avoir quasiment rien parce qu'on est beaucoup plus mobile, quoi. C'est très léger, donc c'est pas mal. Et en revanche, sur le long cours, oui, mais pas forcément seul. C'est-à-dire que ça donne aussi envie de le partager. Moi, j'étais contente de le faire seule aussi parce que je partais avec un objectif littéraire et que de fait, je voulais être seule avec mes idées et mes sensations. Mais c'est aussi chouette de partager ça. Et donc, si je dois réitérer, ça sera, et si je dois le faire plus longuement, ça sera peut-être pas seul. Enfin là, je vais repartir seule, cela dit 3 jours, parce que j'en ai quand même bien envie. Mais si c'était plus long, je repartirais pas seule. Vous le disiez, votre livre, c'est pas un plaidoyer pour un retour radical à la nature, c'est plutôt un récit, une expérience. On a quand même envie de vous poser la question. Vous dites, je crois dès les premières pages de votre ouvrage, peut-être la résolution de la crise écologique ne réside-t-elle pas dans la protection de l'environnement et plutôt dans la faculté à se concevoir en son sein. Et on a l'impression de sentir au fil des pages qu'il n'y a pas vraiment de salut pour les écolos des villes, qu'on est presque voué à rester des écolos de papier, qu'on est de fait mise à distance de la nature par la ville, que c'est presque un écran qui nous séparait d'une vraie conviction pour écolo reconnectée à la nature. Pour l'instant, oui. Alors déjà, on peut se reconnecter en faisant ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait, je suis pas Mike Horn du tout, et l'objectif, c'était justement de pas partir hyper longtemps. Moi, j'avais un enfant en bas âge, je pouvais pas partir 1000 ans. L'idée, c'est de faire quelque chose que le lecteur pouvait faire. Donc ça, c'est à la portée de n'importe qui. C'est très enrichissant, comme je le disais, à plein d'égards, et notamment intellectuellement. Mais il y a aussi le fait que je pense qu'il faut
pousser à notre niveau, à notre échelle, pour infléchir les pratiques de ceux qui nous gouvernent dans le sens d'une réintroduction de la nature en ville. Et donc ça peut se faire à l'échelle locale. On a un peu plus de pouvoir à l'échelle locale que tout là-haut. Donc ne serait-ce que voir avec sa municipalité comment on peut optimiser un endroit qui était un peu, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on peut y planter, faire un potager participatif, genre ça. Et je sais que c'est pas la nature, hein, je suis consciente du fait que c'est pas une nature vierge, etc. Mais ça reste de l'organique et on en a besoin de ça. Donc pour l'instant, oui, il y a une déconnexion qui est subie, qu'on peut tempérer en faisant de temps en temps ce que j'ai fait, parce que ça permet quand même d'ouvrir un peu les perspectives. Mais pour moi, c'est transitoire, ce truc-là. Ça peut pas demeurer. Enfin, c'est transitoire. En tout cas, c'est pas appelé à se maintenir dans le temps, ce truc où il y a les villes d'un côté, les humains entassés entre les immeubles, et puis de l'autre côté, cet environnement qui est en train de pourrir parce qu'on fait n'importe quoi. Il faut recréer des ponts et ça va être des projets d'urbanisme, etc. Mais il y a déjà plein d'initiatives qui vont dans ce sens et qui sont encourageantes. Il faut juste que ça aille plus vite, c'est toujours l'enjeu. Mais vous voyez pas la ville comme un obstacle en soi, c'est-à-dire moi, j'adore un problème en soi? Ah, pas du tout. Non, moi j'adore la ville. Sinon, j'irais vivre à la campagne. J'ai pas envie de vivre à la campagne. Moi, j'aime la ville, j'aime boire des coups, j'aime l'agitation, la culture. J'aime pas les voitures. J'aimerais bien qu'il y ait plus de voitures à Paris. Et donc voilà, moins de voitures, plus de verre. Ça changera complètement le visage de la ville. Ça changera les interactions entre les gens. Parce qu'ils n'auront pas la même activité hormonale, mais c'est con, mais c'est sûr et certain, parce qu'on devient fou dans cette ville. On a l'essence agressée en permanence, on bloque la vue parce qu'on n'a pas envie de se taper les pubs à la con, on bloque l'ouïe parce que les sirènes de pompiers, etc., le bruit des moteurs, c'est insupportable, on bloque le nez parce que ça sent la pisse et les pots d'échappement. On est constamment agressé, on est obligé de fermer, comme ça on est tout en tension en permanence, c'est invivable. Donc si on commence à adopter des politiques urbanistiques qui vont dans le sens de cette réintroduction de la nature, etc., il y aura un cercle vertueux qui se mettra en place, qui sera hyper enthousiasmant. Moi, je crois à ça. Peut-être une dernière question sur l'actualité un petit peu. On parlait en début d'interview du fait d'être un enfant des années 80, de ces années de consommation effrénée, en tout cas c'est vu comme tel. Quel est votre regard sur le score qu'a fait Europe Écologie Les Verts aux dernières élections européennes, et notamment le fait que son candidat, par exemple, rappelle le fait que l'écologie, l'économie de marché, tout ça c'est compatible. Est-ce que ça fait sens à vos oreilles d'enfants des années 80, d'écolo et de retour de cette expérience dans la nature? Je suis contente qu'il y ait eu... Il y a un frémissement qui est plus palpable aujourd'hui que ça l'était il y a quelques années. Les politiques aujourd'hui se sentent obligés de parler d'écologie lors des débats, etc. Les débats des présidentielles, c'était calamiteux. J'hallucinais à quel point c'était pas traité. C'était traité vite fait dans les 2 dernières minutes. Je disais, mais les mecs, il s'agit de la survie de l'humanité. Enfin, c'était délirant. Là, alors ils me font rigoler parce que souvent on voit que ils savent qu'il faut en parler, mais on sent qu'ils sont complètement largués. Mais bon, bref, on avance quand même. Donc tant mieux. Après, l'économie de marché, à mon sens, mais je le dis vraiment avec humilité parce qu'il y a des gens qui sont capables d'en parler bien mieux que moi, elle est incompatible avec l'écologie. C'est-à-dire que si on veut préserver notre environnement, etc., il faut changer de paradigme de manière assez radicale. Il faut baisser les besoins en énergie, etc. Donc ça implique de baisser considérablement la production et ça implique de revoir notre rapport à la croissance, c'est sûr et certain. Après, ça ne veut pas dire, parce que tout le monde dit oui, mais c'est la régression, on va revenir à l'âge de pierre. Non, faux, c'est absolument pas le cas. Ça veut dire que c'est un autre modèle économique, ça veut dire qu'il y a plus de coopératives, que c'est moins un truc pyramidal avec l'actionnariat. Là. Ça veut juste dire qu'il faut changer les choses en profondeur. Mais c'est vrai que l'idée, dire... Non, mais les gars, vous inquiétez pas, on va mettre des éoliennes et puis on va continuer, business as usual. C'est du pipeau, c'est impossible. Mais vraiment, un enfant de 6 ans peut le comprendre. Il y a des limites, physiques qui sont celles de la planète, c'est impossible. Donc, du coup, dire que c'est compatible. C'est comme l'approche d'En Marche et tout ça. Moi, j'y crois pas un instant. Ce qu'il raconte sur l'écologie et tout ça, je me dis c'est de la poudre aux yeux, quoi. Je pense qu'il faut une approche un tout petit peu plus. Il faut une approche plus ambitieuse, quoi. Est-ce que la question centrale sur ce point-là, c'est pas celle du confort? C'est qu'en fait, à un moment, il faut baisser le degré collectif de confort, individuel et collectif, plutôt de confort. En fait, c'est peut-être ça la clé. Mais souvent, quand l'expérience menée dans les bois, est-ce qu'elle ne contribue pas à renforcer ce... Non, parce que c'est une vie qui est pas... quoique...
C'est la version extrême. Je vais vous dire deux choses. Vous êtes prêts? D'abord, c'était pas si inconfortable. Et donc ça a prouvé à quel point en fait on porte en nous ce que Jung appelle l'homme archaïque. Jung dit en son temps que en fait on n'est jamais que le dernier fruit d'un arbre, de l'arbre de l'humanité, et qu'on n'est jamais que le dernier fruit mûr, mais enfin qu'on a été précédé par des décennies, enfin des siècles et des siècles de rapports avec la nature beaucoup plus, de bien plus grande proximité, et que qu'on le veuille ou non, et quelles que soient nos conditions de vie, on porte ça en nous. Et donc c'est assez facilement réactivable. Moi j'ai ressenti ça. Je me sentais pas complètement paniquée, perdue, mal à l'aise, c'est chiant de s'asseoir par terre, non pas du tout, enfin ça allait. Après bon, je suis jeune et tout ça, je pense qu'à 80 ans ça doit être plus désagréable, mais bon, il y avait ça. Donc la première chose, c'est que j'ai pas trouvé ça si inconfortable. Après, c'est pas un mode de vie, j'aimerais pas vivre comme ça. Mais sur le confort, à chaque fois, je me demande ce qu'on met derrière, parce que si le confort, c'est qu'il fasse pas 25 degrés quand il fait 0 dehors, et qu'il fasse peut-être 18, 19 et on met un pull, ça me paraît pas insurmontable. Non, c'est pas insurmontable, c'est juste qu'on a une approche du confort qui a été, tout comme la plupart de nos désirs, dictée. C'est-à-dire on nous a expliqué que le confort c'était ça, c'était avoir super chaud, super froid. De voitures, de frigo, voilà. pour prendre l'exemple américain extrême. Mais c'est pas du confort, c'est même profondément inconfortable puisque ça nous étrique complètement la tête et qu'on est malheureux à travailler dans des jobs qui nous font chier. Pardon, je m'emballe. Non mais voilà, c'est l'essor du bullshit job pour payer des crédits de trucs qu'on n'aime pas, c'est Fight Club quoi, se payer des... bref. Donc tout ça n'a aucun sens. Et donc l'idée du confort, je pense qu'il faut la relativiser. C'est-à-dire baisser le confort, oui, mais ça veut pas dire que ça sera inconfortable. Ça veut juste dire que ça sera une autre approche du confort. Merci beaucoup Jennifer. On va pas parler de la Coupe du Monde de foot dans des stades climatisés, ça risquerait de vous énerver, mais on a déjà fait le boulot puisqu'on a parlé des bronzés de Ragondin et on a même cité le nom de Mike Horn. Je rappelle le titre de votre livre, La vie dans les bois, aux éditions Alary. Merci Blaise. Merci évidemment, Fabien. merci à Roman qui était derrière la console. Vous pouvez bien évidemment liker, partager et commenter cet épisode. Je vous dis à bientôt pour continuer à explorer le futur avec Rencontre du troisième type et Ouzbek Erika. À bientôt.